Le 15 avril 2000, 26e année, jour 51 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue au rapport de situation. Aujourd'hui, nous examinerons de nombreux sujets. Il sera beaucoup question des développements des drones, mais il sera aussi question d'un grand paquet que les anglo-saxons veulent remettre à l'Ukraine. Et cela en un temps record, nous en parlerons plus tard. Il s'agit d'attaques que nous allons voir. Il s'agit aussi des gains territoriaux russes et, comme toujours, de bien d'autres choses encore. Le reportage entier est, comme toujours, très bien filmé, et cela en un temps très court. Regardons donc d'abord. Dans la région de Kherson, on observe actuellement une nette extension de la portée opérationnelle des drones FPV ukrainiens. Selon les rapports, ceux-ci apparaissent désormais régulièrement à des distances d'environ 60 à 65 km derrière la ligne de front. 60 à 65 km pour un drone FPV. C'est incroyable. Souvenez-vous des premières années des drones, et ce n'était pas il y a si longtemps. Nous parlons ici d'une période de peut-être 3 ans. À l'époque, 20 km c'était déjà extrême. Tout le monde était surpris qu'on puisse faire voler un drone petit et bon marché, même avec une charge explosive, sur une telle distance. Ensuite, les drones à fibre optique sont arrivés, et la barre des 40 km a été franchie. Puis celle des 50 et ensuite celle des 60 km, et même des cibles bien au-delà des 60 km ont déjà été atteintes. Cependant, il s'agissait de cas isolés et non de la norme. Là, nous avons parlé du fait qu'une seule fois un drone y soit parvenu, et non que plusieurs drones le fassent régulièrement. Mais tout cela n'est plus un cas isolé, c'est désormais quelque chose qui s'est clairement établi au cours du dernier mois et demi, voire des 2 derniers mois. Cela repousse nettement la zone d'utilisation de ces systèmes vers l'arrière. Des zones qui étaient jusqu'à présent considérées comme relativement sûres, par exemple pour la logistique, le déplacement ou la mise en place, se retrouvent de plus en plus à portée de simples drones FPV. Pour les Russes, cela implique d'adapter leurs opérations à l'arrière, y compris déplacement, approvisionnement et zones de rassemblement. Il n'est donc plus possible d'organiser tout cela facilement en dehors de la zone de combat, car cette zone est en fait devenue plus grande. Mais pour les Ukrainiens, c'est aussi problématique car les drones russes sont souvent au même niveau, et s'ils ne le sont pas encore, en général, il ne faut pas longtemps avant qu'ils rattrapent leur retard. Cela signifie que les Ukrainiens seront bientôt confrontés aux mêmes problèmes, voire même dans les semaines à venir. Ici, par exemple, nous voyons des soldats ukrainiens attaqués par un drone russe. Ils repèrent le drone à temps, sortent du véhicule, se mettent à l'abri et survivent à tout cela, car le drone s'est écrasé sur la voiture sans exploser. Ils ont eu énormément de chance car, comme on peut le voir, ils étaient loin et trop lents. Si ce drone avait explosé, je pense que le caméraman n'aurait eu aucune chance. Même si nous voyons souvent des succès de drones ukrainiens, je tiens tout de même à souligner que les pilotes de drones russes ne dorment certainement pas. Ils attaquent quotidiennement les positions ukrainiennes, tout comme les Ukrainiens le font aussi. La question est simplement de savoir qui est le plus rapide et qui frappe le plus précisément. Dont les drones explosent finalement sur la cible. Mais si jamais ils explosent, il faut aussi une protection adéquate. Des murs blindés, un blindage renforcé, capteurs, brouilleurs et contre-mesures aident de beaucoup. On le constate aussi ici. Ici, un parachutiste ukrainien est touché par un drone et il survit grâce à l'excellent blindage. Des bombardiers russes ont attaqué le barrage de Pecheny dans la région de Kharkiv avec des bombes aériennes. Le coup a eu lieu précisément à un moment où le niveau de l'eau était déjà élevé. Selon Oleh Syniubov, il s'agit de l'un des plus grands réservoirs d'eau de la région et donc d'une cible d'infrastructure critique. Le moment est décisif. Un niveau d'eau élevé accroît la pression sur la structure. Un impact peut donc avoir des conséquences bien plus importantes que dans des conditions normales, notamment pour la stabilité de la structure. Cela peut aller jusqu'à une rupture possible du barrage, avec des répercussions sur les zones situées en aval. Le fait qu'une attaque soit menée précisément dans de telles circonstances indique que non seulement l'installation elle-même, mais aussi les dommages potentiels qui pourraient en découler ont été pris en compte. Le barrage a déjà été la cible de plusieurs attaques, ce que l'on peut également bien voir ici. Nous voyons ici quelques impacts antérieurs. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à toucher la cible, mais ils sont passés tout près, ce qui indique que cette infrastructure continue d'être délibérément mise sous pression. Le correspondant de guerre russe Yuri Kotelnok rapporte la destruction d'un bataillon de chars de la 110e brigade. Selon lui, les équipages de chars ne sont désormais plus utilisés principalement dans leurs rôles initiaux, mais sont employés comme troupes d'assaut, c'est-à-dire en fait comme de l'infanterie. La raison en serait un manque aigu de fantassins aptes au combat. Les conséquences sont donc les suivantes, de lourdes pertes, de faibles chances de survie et l'usure progressive d'une unité.
Cela a 3 implications claires. Premièrement, cela suggère que la Russie a de plus en plus de difficultés à disposer d'une infanterie suffisante. Lorsque des équipages de chars spécialisés sont utilisés comme remplaçants, ce n'est pas une procédure standard, mais un signe de pénurie. Deuxièmement, en même temps, cela entraîne également une perte de capacité blindée. Un équipage est une composante essentielle d'un système. Sans équipage expérimenté, même les véhicules disponibles restent d'une utilité limitée. Et si ces équipages sont perdus lors des combats d'infanterie, la capacité disparaît définitivement. Et troisièmement, cela peut aussi signifier qu'ils n'ont plus de chars à disposition et qu'ils doivent donc sacrifier les équipages autrement. Dans tous les cas, cela signifie aussi qu'on compense un problème à court terme tout en s'en créant un autre. Le Royaume-Uni annonce le plus important paquet d'aide en drones pour l'Ukraine. Au moins 120 000 drones rien que pour cette année. Que se passe-t-il maintenant? Depuis quand les partenaires livrent-ils de grandes quantités de biens? Et cela, en plus, la même année, j'ai dû relire ça 3 fois car j'avais du mal à y croire. Et en plus, ça vient des anglo-saxons. Qu'est-ce qu'ils veulent livrer exactement? Eh bien, il ne s'agirait pas seulement de simples drones, mais aussi d'une large gamme. Il n'y a pas que des drones FPV, il y a vraiment de tout. Des drones de reconnaissance, des systèmes logistiques, jusqu'à des drones d'attaque à longue portée et des plateformes maritimes. Les premières livraisons ont déjà commencé. Parallèlement, la coordination se fait au plus haut niveau. Le paquet a été coordonné dans le cadre de la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine à Berlin, en collaboration avec notre ministre de la Défense Boris Pistorius, Fedorov et Mark Rutte. 120 000 drones ne sont plus un simple ajout, c'est une montée en puissance industrielle de la conduite des combats. La réponse à la guerre menée par la Russie n'est plus ponctuelle, mais quantitative. À cela s'ajoute, il ne s'agit plus seulement de soutenir l'Ukraine, mais aussi de développer nos propres capacités. La production dépend largement de systèmes et entreprises britanniques, favorisant ainsi le développement industriel et militaire parallèle. C'est justement ce qui montre la direction de cette évolution. Les drones ne sont plus un simple ajout, mais deviennent des piliers essentiels de la guerre moderne, et ce, en quantité qui était encore impensable il y a quelques années. Et maintenant, j'aimerais, avec cette dernière remarque, viser certains experts et autres journalistes que je ne nommerai pas, ainsi que certains dirigeants d'entreprises d'armement allemandes. Car ces personnes ont décrit la guerre des drones il y a 2 ou 3 ans comme un phénomène temporaire, alors que j'affirmais le contraire. Mais bon, la portée fait la différence. Vous savez comment ça se passe. Même quelqu'un qui, par exemple, est un général à la retraite, mais qui fait preuve d'une ignorance totale, aura toujours plus de portée ou sera considéré comme une personne plus crédible. Peu importe combien de fois on peut prouver quelque chose, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. À propos de la portée, il s'agit toujours de la portée. Abonnez-vous gratuitement et partagez la vidéo si possible, cela ne vous coûte rien. Près de Pokrovsk, les Russes ont progressé. La localité voisine, Chirichné, est actuellement sous leur contrôle. En fait, tout sauf ce petit bout ici en haut. Pour celui-ci, je ne suis pas encore tout à fait sûr. Je n'ai pas pu déterminer si les Russes sont également présents ici. En même temps, je ne sais pas non plus si les Ukrainiens tiennent cette position. J'ai donc laissé cela de côté pour l'instant. Le reste ici devrait cependant être sous contrôle russe. Regardons l'ensemble de la situation. Oui, la pression est forte. Ici, près de Rudinsky, ils essaient toujours de s'en emparer tant bien que mal. Mais ils n'avancent pas eux-mêmes. Les combats restent intenses ici, tandis que les Ukrainiens tentent de bloquer les Russes sur cette ligne de défense pour stopper leur avancée. Nous l'avions déjà évoqué dans des rapports précédents. La situation est désormais plus critique. Comme je l'ai dit, si les Russes prennent ce lieu, ils auraient alors déjà ici une voie de ravitaillement à travers la ligne de défense, et peuvent-ils ensuite, comme ils le font généralement, se déployer dans toutes les directions et s'étendre puis avancer le long de cette rivière. En même temps, ils essaient aussi d'avancer vers l'avant, vers Shevchenko, afin de rejoindre ici, à un moment donné, les unités de la 5e brigade. Cela entraînera bien sûr aussi la chute de toute cette poche ici, y compris Rudinsky, qui est actuellement encore très bien tenu par les Ukrainiens. Mais comme je l'ai dit, tout cela reste encore à venir. Rien que pour cet endroit, nous n'avons pratiquement vu aucun changement ces dernières semaines, et les Russes sont déjà là depuis le début de l'année. Donc tout cela va probablement encore durer une éternité, surtout compte tenu de l'offensive russe qui reste encore assez laborieuse. À Walouski, dans la région de Belgorod en Russie, un dépôt de pétrole a été frappé. Des images montrent de hautes flammes et un important incendie à l'intérieur du site. Il a manifestement été touché. La vidéo a été démonétisée au premier upload, j'ai donc dû la censurer. Vous pouvez la voir sur Telegram, votre reporter préféré l'a déjà postée.
Vous pouvez également la voir comme une vidéo d'un soldat russe près de Pokrovsk, qui filme les restes des attaques précédentes. Donc, comme toujours, la situation reste passionnante. De même, une usine chimique a été touchée dans la République russe du Bash-Kortostan. Des vidéos sur place montrent un dégagement de fumée important. Cela indique qu'au moins une partie de l'usine a été directement touchée ou que des zones de production et ou de stockage ont complètement brûlé. Elle fait partie des plus grands sites chimiques de Russie. Il ne s'agit donc pas d'une petite installation, mais d'une infrastructure industrielle avec une production continue. Le point important, de telles installations sont complexes. Si certains composants tombent en panne, ils ne peuvent pas être remplacés rapidement. Je le répète souvent, car il y a presque chaque jour une attaque. Je pourrais même l'écrire sur un t-shirt à vendre dans la boutique de produits tartans dérivés. Quoi qu'il en soit, la production ne s'arrête pas seulement localement, mais elle a aussi un impact sur les processus en aval. Tout dépend des substances qui y sont fournies, celles qui sont produites ou davantage transformées. Des images circulent sur Internet montrant des unités tchétchènes posant devant les ruines complètement détruites de Bakhmout. Les bâtiments sont détruits. L'infrastructure est pratiquement inexistante. Et c'est précisément devant cela qu'on parle de libération. Cela montre assez clairement comment ce récit fonctionne. Rien n'a été libéré ici au sens classique du terme, à part la population. La ville n'est pratiquement plus utilisable. Ce qu'il reste, ce sont des ruines, des combats militaires, mais tout ce qui est civil a été complètement détruit. On pourrait en fait tout raser et reconstruire à neuf. Nous pouvons supposer que la Russie ne le fera jamais. Les mises en scène s'adressent surtout au public intérieur. Il s'agit de donner une image de contrôle et de succès, peu importe la réalité. C'est justement pour cela que cela semble contradictoire. On parle sans cesse de victoire tout en se tenant dans une ville détruite. Des unités des forces spéciales ukrainiennes, en particulier le 8e régiment, le régiment a intercepté une tentative d'infiltration derrière ses lignes. D'après les informations actuelles, un soldat russe a été capturé. Un deuxième soldat, selon la partie ukrainienne, un volontaire étranger, a opposé une résistance avec une grenade à main et a perdu la vie. Ces incursions sont souvent menées par de petits groupes cherchant à passer inaperçus via des brèches ou zones moins sécurisées. Par exemple pour la reconnaissance, le sabotage ou la préparation d'autres attaques. Le fait que le contact n'ait lieu qu'à l'arrière montre que de tels groupes peuvent effectivement percer les lignes de front, mais ils ne vont pas forcément très loin s'ils sont découverts. D'après ce que j'ai pu comprendre, les deux soldats ont rencontré un contact qui les a dénoncés aux Ukrainiens, ce qui leur a permis de savoir d'où ils venaient et où ils se trouvaient à ce moment-là. C'est assez intéressant, même si l'opération a été un succès pour les Ukrainiens, cela montre que les Russes peuvent d'abord percer profondément les lignes ukrainiennes. Et cela montre aussi qu'ils ont des informateurs du côté ukrainien. Ceux-ci ont été découverts, mais la question reste bien sûr ouverte. Combien n'ont pas été découverts? Avant de conclure, j'ai mis en ligne une autre vidéo aujourd'hui. Vous pouvez y voir ce que notre bon vieux président américain est en train de faire. La Chine l'a menacé, il a fait marche arrière. Son blocus a déjà pris fin en quelques heures. Aussi rapidement qu'il avait commencé, je remercie donc tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'Alge Quiz. Merci au lieutenant-colonel René Kistler et au docteur J. Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.